On le voit à Bruxelles, et on peut faire le même constat en région wallonne, c'est un peu différent en Flandre, on peut en parler, mais globalement, le défi de la formation, il concerne tout le monde. Et à Bruxelles spécifiquement, la différence entre la qualité de formation des demandeurs d'emploi et les emplois disponibles et les qualifications que ces emplois requièrent, elle est énorme. Un seul chiffre, par exemple, que plus de la moitié des demandeurs d'emploi, ici à Bruxelles, n'ont pas plus haut qu'un diplôme de la deuxième partie de l'enseignement secondaire. C'est énorme, c'est dû évidemment à toute une série de causes. La qualité de l'enseignement en partie, le fait qu'il y a beaucoup de primo-arrivants qui ne bénéficient pas toujours d'une reconnaissance des diplômes, le fait qu'il y a une faiblesse dans toute une série de compétences qui sont jugées capitales pour une économie bruxelloise qui charrie des jobs souvent de très haut niveau. Et donc, tout l'enjeu pour Bruxelles, mais aussi pour les régions alentours, le taux d'emploi de la Wallonie est à peu près au même niveau que celui de Bruxelles, par exemple, c'est d'arriver à mieux faire correspondre, à mieux faire se matcher les besoins des entreprises et le niveau de qualification. Bonjour à toutes et à tous, 4e numéro de Let's Talk Elections et de ce tour d'horizon des sujets économiques et sociaux qui préoccupent les entreprises à 6 mois des élections. Aujourd'hui, nous allons notamment parler d'économie circulaire et de ce qui peut freiner ou motiver les projets d'investissement. Vous le savez, pendant les semaines à venir, nous recevons, en collaboration avec la FEB, la Fédération des entreprises de Belgique, les présidents de partis francophones et néerlandophones. Aujourd'hui, c'est au tour de François De Smet d'être avec nous. Il est le président du parti Défi et également député fédéral. Face à lui, sur le plateau, Peter Timmermans, il est le CEO de la FEB. François De Smet, bonjour. Bonjour. Alors 2024, c'est une année électorale. Est-ce que c'est l'année de tous les dangers ou l'année de tous les possibles? Dans quel état d'esprit est-ce qu'on est quand on est un président de parti et qu'on est à 6 mois de 3 scrutins? Dans toute crise potentielle, il y a une opportunité. Et le charme de votre question, c'est que les dangers et les opportunités ont la même racine. Toujours. Donc c'est une année périlleuse, 2024, pas juste pour les partis politiques, mais pour notre pays. Je le vois bien, je vois même que les entreprises commencent à anticiper le fait que peut-être on va se retrouver 6 mois, 9 mois, 1 an et demi dans une crise, ce qui a un impact direct sur le budget de l'État, sur la capacité de l'État fédéral à investir. Mais comme tous les rendez-vous électoraux, c'est aussi une opportunité. Et l'atout de la démocratie, c'est de permettre la contradiction et le débat des idées. Et si nous voulons que les partis les plus extrémistes ou populistes ne remportent pas la mise, c'est à nous, les partis démocratiques, d'être plus convaincants que les autres et de saisir un peu mieux le fil du temps. Peter Timmermans, bonjour. Du côté de la FEB, la préparation elle est tout aussi intense. Vous avez rédigé un mémorandum complet. Il a été envoyé à tous les partis politiques. Quelles sont les grandes lignes de ce que vous voulez voir advenir pendant la prochaine législature? J'imagine qu'il y a à la fois de la continuité et à la fois des réformes. Le mot le plus important, c'est perspective. On a travaillé dans la perspective de 2030. Et donc, on a bien travaillé avec nos secteurs, nos fédérations, sur un livre avec une trentaine d'idées, trentaine de fiches qui doivent avoir comme résultat que notre pays soit parmi les sommets au niveau européen. Et le point le plus important, la priorité pour nous, c'est restaurer la compétitivité de notre économie. Sans entreprise compétitive, pas de valeur ajoutée, pas de recettes pour l'État, pas d'emploi. 2, sécurité d'approvisionnement en termes d'énergie. 3, transformer notre économie vers une économie circulaire. Et 4, l'administration, la simplification administrative. Alors je vous le disais, nous allons aborder plusieurs thèmes au cours de l'émission. Le choix du premier thème a été laissé au président de parti et le choix de François De Smet, il s'est porté sur la formation. François De Smet, pourquoi avoir choisi ce thème de la formation? Parce que la formation, c'est la clé. Alors nous, chez Défi, on a quand même une expérience gouvernementale. Nous dirigeons à la région bruxelloise des secteurs de l'emploi et de la formation depuis bientôt 10 ans, avec Didier Gauzoin et puis à présent avec Bernard Clairfailly. Ça permet d'avoir, je crois, un bilan qui est plus qu'honorable, mais aussi une expérience.
Et clairement, on le voit à Bruxelles, et on peut faire le même constat en région wallonne, c'est un peu différent en Flandre, on peut en parler, mais globalement, le défi de la formation, il concerne tout le monde. Et à Bruxelles spécifiquement, la différence entre la qualité de formation des demandeurs d'emploi et les emplois disponibles et les qualifications que ces emplois requièrent, elle est énorme. Un seul chiffre, par exemple, que plus de la moitié des demandeurs d'emploi, ici à Bruxelles, n'ont pas plus haut qu'un diplôme de la deuxième partie de l'enseignement secondaire. C'est énorme, c'est dû évidemment à toute une série de causes. La qualité de l'enseignement en partie, le fait qu'il y a beaucoup de primo-arrivants qui ne bénéficient pas toujours d'une reconnaissance des diplômes, le fait qu'il y a une faiblesse dans toute une série de compétences qui sont jugées capitales pour une économie bruxelloise qui charrie des jobs souvent de très haut niveau. Et donc, tout l'enjeu pour Bruxelles, mais aussi pour les régions alentours, le taux d'emploi de la Wallonie est à peu près au même niveau que celui de Bruxelles, par exemple, c'est d'arriver à mieux faire correspondre, à mieux faire se matcher les besoins des entreprises et le niveau de qualification. Et donc, au lieu de job, 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 comme dirait Charles Michel, il faut dire qualification, 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 et tout investir là-dessus. Et c'est ce que nous essayons à notre niveau de faire depuis déjà quelques années. Eh bien, on va voir dans le détail alors ce que vous prévoyez de faire justement, puisque ce thème, bien évidemment, vous l'avez mis bien en évidence dans le programme de votre parti pour les prochaines élections. Et pour parler des objectifs des 5 années à venir pour Défi, eh bien, on va recevoir Caroline Do. Bonjour Caroline Do. Bonjour. Merci d'être avec nous. Alors vous êtes la chef de cabinet adjoint de Bernard Clairfailly, le ministre bruxellois de l'Emploi, de la formation professionnelle et de la transition numérique. Caroline Do, quelles sont les priorités, quels sont les enjeux pour Défi en matière de formation? Je commencerai par un constat du Conseil supérieur de l'emploi. Aujourd'hui, 44% des travailleurs en Belgique bénéficient de la formation continue et on descend à 24% pour les travailleurs moins qualifiés. La formation continue, c'est de la responsabilité des entreprises en mobilisant les fonds sectoriels. Il convient aujourd'hui d'améliorer la veille sectorielle et l'analyse prospective pour identifier les besoins en termes de compétences, notamment liés aux transitions économiques et numériques. Le modèle danois est très inspirant à cet égard. En Belgique, aujourd'hui, on a une première pierre avec le droit individuel à la formation de 5 jours pour les travailleurs. Mais cette première pierre, elle doit vraiment se coupler avec un outil unique, regroupant l'entièreté des formations suivies par le citoyen tout au long de sa vie, tout au long de sa carrière, pour valoriser les compétences acquises. Les pouvoirs publics ont également leur responsabilité pour assurer la formation professionnelle des chercheurs d'emploi, et notamment des chercheurs d'emploi de plus longue durée qui ne bénéficient plus de la formation continue. Donc les grands enjeux, c'est de faire travailler les acteurs publics et les acteurs privés dans une vision commune pour identifier les besoins de main-d'œuvre de demain et que les mutations à l'œuvre sur le marché du travail, ce soient les opportunités des citoyens, des travailleurs et des entreprises. Merci Caroline Do d'avoir été avec nous et de nous avoir apporté toutes ces précisions. Alors Peter Timmermans, on va rebondir sur ce qui a été dit. Dans certaines entreprises, le constat il est très clair et d'ailleurs vous le disiez François De Smet, il y a un manque de personnel qualifié. Alors pour la FEB, il est clair qu'une partie de la solution, ça vient d'une réforme, d'un remaniement de l'enseignement et de la formation au niveau scolaire déjà et puis aussi au niveau universitaire et supérieur. C'est quoi les changements que vous voudriez implémenter? Tout d'abord, je suis à 100% d'accord avec les propos de M. De Smet. L'enseignement, la formation est clé pour notre pays. Pour la toute simple raison, les étudiants d'aujourd'hui seront les managers de demain. Donc, pour nos entreprises, c'est extrêmement important de pouvoir faire appel à des jeunes bien formés sur base d'un enseignement de très, très haut niveau. Donc, il faut investir là-dedans, tout à fait d'accord. Deuxième élément que je voudrais quand même mettre en avant, les entreprises sont pour le moment surtout à la recherche de ce qu'on appelle des formations ou des personnes formées STEM, c'est-à-dire sciences, technologie, ingénierie, mathématiques. Et donc, il faut davantage, dans le cadre de l'enseignement secondaire, investir là-dedans. Et en ce qui concerne l'enseignement supérieur, encore une fois, recherche et développement est extrêmement important pour notre pays. Nous avons les cerveaux. Nous n'avons pas de matière première, nous n'avons pas de fuel, nous n'avons pas de pétrole, nous n'avons pas de diamants dans notre sous-sol. Donc, la seule chose dont on dispose, c'est nos cerveaux.
Et donc, c'est extrêmement important d'investir davantage là-dedans. Et c'est la raison pour laquelle la FEB en fait également un élément important de son mémorandum pour les élections, la formation tout au long de la vie. François De Smet, vous, dans votre programme, vous abordez 8 thématiques autour de l'emploi et de la formation. Et vous voulez notamment une réforme de l'enseignement qualifiant, une formation en alternance qui soit différemment pensée. Et vous parlez aussi d'un statut qui est celui d'étudiant entrepreneur. Oui, vous parlez d'investir. Mais ce qui est fou, quand on regarde ce qui se fait entre la Belgique et d'autres pays de l'Union européenne, par exemple, c'est que la Belgique n'investit pas nécessairement moins dans son enseignement que d'autres pays. Et donc, le fait que nous soyons aussi mauvais, les francophones surtout, dans des tests PISA, alors que nous avons un financement qui est équivalent à des pays, par exemple, nordiques, veut bien dire que le problème, c'est l'organisation. Donc on en vient à la manière dont l'enseignement en alternance n'est pas assez bien organisé. La manière dont, vous parlez des compétences industrielles, mécaniques, mathématiques, mais il manque aussi autre chose, et c'est un lien direct avec votre question, c'est l'esprit d'entreprendre. Notre pays, et surtout nos deux régions, la Wallonie et Bruxelles, je reconnais qu'en Flandre, il y a un autre spirit là-dessus. On manque d'esprit d'entreprendre comme de pain. Et ça commence à l'école. Il n'y a pas assez à l'école de cours de codage. Il n'y a pas assez à l'école de cours où on vous met directement en lien avec la possibilité de créer une mini-entreprise, avec ne serait-ce qu'apprendre comment fonctionne un budget, comment fonctionnent les lois fiscales et sociales. Ça n'a l'air de rien. Mais le fait que si peu de jeunes, par exemple, aient envie de s'atteler à la création d'une entreprise alors qu'ils sont étudiants, c'est frappant. Il y a un statut en Belgique d'étudiant entrepreneur. Il est utilisé à 80% par des néerlandophones. Alors, tant mieux pour les néerlandophones, mais qu'est-ce que ça veut dire comme message pour nous, Wallons et Bruxellois, de voir qu'il y a si peu de jeunes francophones qui sont dans les universités ou les hautes écoles et qui se disent « tiens, je ferais bien une entreprise ». C'est une question de mentalité. C'est l'idée de se dire il est possible d'être créatif, de fonder quelque chose, même de se casser la figure et de recommencer. Là, il nous manque, on est très libéraux sur ce plan-là, même si on a une fibre sociale que d'autres partis libéraux n'ont peut-être pas, on croit qu'on manque d'esprit d'entreprendre très fortement. Et donc, en effet, simplifier le statut d'étudiant entrepreneur, amener dans le cursus scolaire tout ce qui peut aider à l'initiation de l'esprit d'entreprise, parce que vous n'êtes pas obligé d'entreprendre dans le privé. Quelqu'un qui arrive à créer une activité artistique, une activité associative, il entreprend aussi. Tout à fait mais d'accord. nous ne sommes pas assez des créateurs. Nous avons trop. J'ai géré toute une partie de ma vie un petit service d'aide en difficulté pour des jeunes. J'étais frappé de voir que les jeunes qui entraient dans notre local, en général, cherchaient au mieux une formation, le CPS. Peut-être quelque chose, mais pas de se dire tiens, comment je vais créer ma propre activité. Et donc les emplois d'aujourd'hui et les compétences pour les emplois d'aujourd'hui, c'est une chose, mais créer les emplois de demain en donnant le goût d'entreprendre, c'est tout aussi important. Peter Timmermans, je vois que vraiment que vous voulez réagir. Oui. Je trouve que la culture, c'est une chose, mais je pense qu'on peut la changer en introduisant quelques éléments dans l'enseignement secondaire. Par exemple, quelqu'un qui quitte à 18 ans l'école secondaire, il doit savoir qu'est-ce que fait une banque? Comment ouvrir un compte en banque? Ça veut dire quoi? Acheter des produits avec une certaine réduction. Récemment, j'étais avec des jeunes et je leur posais la question, vous allez acheter un produit à 100 € et vous avez droit à une réduction de 10%. Ça représente combien? Ils ont tous pris leur smartphone pour calculer le pourcentage. 10%, c'est facile. C'est ça. Donc, quelques skills de base. Oui. Le codage, par exemple, l'apprentissage, vraiment de la gestion du budget. Doit figurer dans le programme au niveau secondaire. Il y a une autre chose dont on doit parler, c'est vraiment la formation continue. Donc ça, on sait qu'elle est essentielle aujourd'hui, elle est déjà présente en entreprise, mais Peter Timmermans, il manque quand même certaines aides, selon vous, pour arriver à faire un meilleur travail. Deux choses. Le gouvernement Vivaldi a voté le droit individuel à la formation de 5 jours. C'est une connerie. Ça veut dire il n'est pas d'accord, François Smet. Oui, parce qu'on donne le droit de formation, le droit à la formation pendant 5 jours, indépendamment des besoins, indépendamment de la situation au sein de l'entreprise. Peut-être j'ai besoin de 2 jours aujourd'hui et de 20 jours l'année prochaine. Non, c'est 5 jours, définitif. Tous les experts en formation nous disent non, il faut le faire autrement. Il faut l'intégrer dans la culture de l'entreprise et, oui,
j'ai visité certaines entreprises où on arrive, on est recruté, et la première année, 20 jours de formation. Mais ce n'est pas au niveau individuel. Deuxième élément, je pense qu'une mesure importante pour la prochaine législature, quand les entreprises investissent dans la formation, et surtout dans la formation où il y a pénurie, pourquoi pas prévoir une déductibilité fiscale à 150%. Et on peut orienter alors les formations organisées par les entreprises dans une certaine direction où il y a plus de besoins, etc., etc. Donc des mesures simples, pas individuelles, mais collectives au niveau de l'entreprise. À mon avis, c'est là qu'il faut, c'est cet élément qu'il faut miser au lieu des droits individuels. Vous, ce que vous soutenez, François De Smet, c'est un droit à la formation tout au long de la vie pour les citoyens. Oui. Donc, clairement, vous n'êtes pas d'accord. On peut se rejoindre. Alors, je ne vais pas défendre tout le bilan de la Vivaldi, hein, je suis quand même dans l'opposition, mais ils ont eu le mérite de tenter quelque chose qui peut être amélioré, qui peut être simplifié. Ça ne va pas être 5 jours, parce que certains en ont besoin que de 2, ou parfois de 10 ou de 20. Mais quand il y a un droit à l'obligation, à la formation, c'est quand il y a un droit à la formation... Vous n'êtes pas obligé d'utiliser ce droit. Oui, mais donc, le travailleur lui-même dit « j'ai envie de me former, oui. Je n'ai pas envie de me former, oui. » Alors, quand il y a un droit individuel à la formation, alors il faut l'accompagner d'une obligation à la formation. C'est ça. Oui, alors c'est d'ailleurs ce qu'on fait à Bruxelles, ce qu'on commence à faire avec le bilan de compétences pour les chercheurs d'emploi, ce qui est un autre sujet que la formation continue. Je crois que les gens doivent être, les travailleurs, les entreprises, ne sont pas assez dans l'idée de voir à quel point le monde change rapidement. Et que le fait de se former, alors on le présente comme un droit, mais c'est vrai que pour les entreprises et pour les travailleurs, ça devient une contrainte parce que tout change d'une manière formidable. Donc tout ce qui permettra... Je suis ouvert, moi, à l'exemption fiscale. Il y en a une, par exemple, qui fonctionne très bien sur la recherche et développement. Les entreprises qui investissent en recherche et développement ont une exemption fiscale. C'est un levier. D'ailleurs, sans ça, elles feraient sans doute beaucoup moins de recherche et développement. De la même manière, c'est un intérêt général pour l'entreprise, mais aussi pour le travailleur, et c'est normal que l'État y mettre quelque chose, parce que peut-être que le travailleur va quitter un jour son entreprise et qu'on est donc dans une idée d'intérêt général. Moi, ça ne me choquerait pas, comme le dit M. Timmermans, on applique une sorte d'exemption fiscale s'il y a un investissement pour l'ensemble de la société. Mais il n'y a rien à faire. Commencer les choses en ouvrant un droit à la formation continue. Nous, on le prend sur l'idée d'un sac à dos qu'on a tout au long de sa vie et qui peut être de 24 heures par an. On peut discuter des modalités, mais si on arrivait à conscientiser déjà les travailleurs qui ne s'en rendent pas tous compte, que c'est leur intérêt de se former tout le long, dans un monde, rien que l'intelligence artificielle, combien d'emplois l'intelligence artificielle va détruire et créer, on a besoin de s'adapter en permanence. L'idée du sac à dos, c'est une bonne idée. Et aujourd'hui, on parle de Federal Learning Account, mais le Federal Learning Account, pour le moment, c'est pas l'idée... C'est une application, oui, je précise pour les l'idée, c'est de sac à dos. J'ai droit à autant de jours de formation tout au long de ma vie, mais c'est devenu plus un outil de contrôle et de paperasserie administrative qu'un vrai outil de formation. Et donc, c'est ça qui compte pour moi. Un sac à dos, quelques jours de formation, de semaines, etc., tout au long de la vie pour se former, en soi, c'est une très bonne idée. Alors on va passer après ces travailleurs qui ont besoin justement de formation continue. On va parler d'autres travailleurs. Il y a ceux qui demandent de l'emploi, ceux qui sont demandeurs d'emploi, ceux qui sont inactifs. Ces gens-là, Peter Timmermans, vous dites, nous les entreprises, on en a besoin et on veut modifier clairement l'offre de formation actuelle en Belgique. Qu'est-ce qu'on peut aussi trouver comme autre moyen pour motiver à se reconvertir ? Tout d'abord, on aura besoin de tout le monde à l'avenir. À cause du vieillissement, vous savez qu'en moyenne, 100 personnes quittent le marché du travail chaque année, 82 arrivent sur le marché du travail. Donc, à terme, on aura un problème. Et donc, les pénuries seront toujours présentes dans les années à venir. Donc, tout le monde qui peut travailler, on doit les encourager à aller travailler. Et on doit encourager les plus âgés à rester. Les demandeurs d'emploi, donc, la politique d'activation au niveau régional extrêmement important. 2, il y a un groupe de personnes malades de longue durée et autres. Il faut trouver un moyen pour qu'ils puissent s'intégrer de nouveau dans le marché du travail. Extrêmement compliqué, peut-être on va en parler plus tard, mais compliqué parce que qui est malade, qui n'est pas malade, donc compliqué. Et troisièmement, probablement, à terme, on aura besoin d'une forme de migration intelligente. Parce que, justement, si on ne fait pas cela,
les entreprises vont peut-être se déplacer ailleurs. Donc, on part vers ce qui se passe au Canada, par exemple. Oui. Et donc, c'est sur ces trois éléments-là que la région, d'un côté, et le fédéral doivent collaborer dès le début de la prochaine législature. Brièvement, une réaction. Les deux ne sont pas incompatibles. Vous pouvez activer. Nous, à Bruxelles, on a installé le bilan de compétences. Il faut un élément de contrainte, pas selon nous sur la fin des allocations de chômage, mais sur le fait qu'un demandeur d'emploi doit se former. Et nous, on met comme compétences en avant les langues, le numérique, les compétences professionnelles qui sont l'objet du bilan de compétences. Parce que ce sont des compétences polyvalentes. Dans un monde qui change, théoriquement, un demandeur d'emploi qui parle plusieurs langues et qui maîtrise le numérique a beaucoup plus de chances de s'en sortir. Deux, moi je crois aussi, et je n'oppose pas les deux, qu'une forme de migration économique mieux organisée, avec des visas de travail ciblés sur des compétences dont nous avons besoin et qui complètent notre marché de l'emploi avec des employeurs qui ne demandent pas mieux que de trouver une main-d'œuvre qu'elles n'ont pas, ça peut compléter les choses. Je dis ça parce que d'autres partis vont vous dire non, il faut d'abord transformer tous les demandeurs d'emploi en chauffeurs des tech ou de lane et puis seulement. Non, l'emploi, le secteur de l'emploi, c'est quelque chose de dynamique. Si vous faites travailler plus de gens, d'autres entreprises vont se créer et c'est bien pour tout le monde. Donc les deux sont combinables et c'est une réponse, si c'est bien régulé, de répondre aussi à la lutte contre la migration illégale. Merci. Alors on va passer au deuxième thème de l'émission et vous allez voir, c'est tout aussi passionnant. On va parler d'un secteur qui est en plein développement. Là aussi, il y aura des emplois à la clé et certainement un besoin de formation. Il s'agit de l'économie circulaire. Et pour en parler, nous allons accueillir Cédric Vanouk. Bonjour. Bonjour. Alors vous êtes le CEO d'une entreprise qui s'appelle Resortex. L'économie circulaire, on va peut-être d'abord poser un peu les bases, même si tout le monde commence à comprendre. En théorie, quand on consomme, on achète, on consomme, et à la fin on jette, ou on s'en débarrasse. Maintenant, avec l'économie circulaire, ce qu'on fait, c'est qu'on achète, on consomme, et puis hop, on recycle. Et vous, c'est ce que vous avez voulu faire. Et vous avez une formation d'ingénieur. Vous êtes dans un secteur qui est assez particulier, vous avez choisi le secteur de la mode et vous avez créé un fil magique qui permet de mieux recycler les vêtements. Là, quand même, je voudrais que vous nous en disiez plus. Ok. La mode, c'est peut-être une industrie assez particulière, mais c'est quand même une industrie où il y a toutes les secondes un camion de déchets qui est jeté au niveau global. Donc c'est une industrie qui pollue énormément, c'est une des 4 ou 5 industries les plus polluantes au monde. Et si on veut recycler, justement, quand on fait ça à la maison, on va mettre la bouteille de plastique dans la poubelle PMC, le papier dans la boîte à papier, etc. Et dans un vêtement, il faut faire la même chose. Il y a le bouton, le zipper, la doublure, etc. Il faut en fait tous trier. Mais on ne peut pas le trier parce que tout est cousu l'un à l'autre. Donc en fait, on a un problème dans toute cette industrie textile, c'est qu'il y a beaucoup de produits qui ne sont pas recyclables du tout par leur conception. Et donc, c'est besoin de démontage. Et beaucoup trop chronophage manuellement, mécaniquement, on a trop de pertes de matière. Et donc, on a solutionné ça avec Resortex, avec une solution avec un fil magique, mais une solution qui est donc automatique, dans laquelle on peut coudre des vêtements avec des fils thermofusibles sur des machines existantes, à les rapidités comme on veut, on peut repasser et laver. De l'autre côté, on a des machines qui permettent de démonter ces vêtements et donc d'éliminer tous ces perturbateurs de recyclage et de garder juste le tissu et pouvoir l'envoyer au recycleur qui peut finalement enfin traiter cette matière et la réinjecter dans cette industrie du textile. Oui, parce que jusqu'à présent, c'est seulement 10%, si je ne me trompe pas, des vêtements qui sont recyclés. Et on voit que les consommateurs, ils ont un intérêt quand même qui est croissant par rapport à toute cette problématique. Est-ce que c'est aussi le cas des entreprises? Est-ce que maintenant, les gros groupes se soucient de ça pour un petit peu plus que juste l'aspect sustainable sur le site Internet? C'est grâce un peu à la Commission européenne que les gros groupes commencent à s'intéresser un peu plus et à regarder vraiment comment solutionner les problématiques. Parce que justement, il y a plein de directives et plein de lois qui viennent dans notre direction et qui exigent, par exemple, d'avoir un certain pourcentage de matière recyclée dans les vêtements, d'avoir des vêtements qui sont éco-conçus, d'avoir des vêtements pour lesquels on est responsable jusqu'à la fin de vie. Et tout ça, ça nécessite de changer en fait la conception du produit pour pouvoir justement répondre à ces lois-là. Peter Timmermans, on est leader en fait, on est avant-gardiste en Belgique en matière d'économie circulaire. C'est pas juste une affaire de mode, c'est beaucoup plus que ça chez nous, au sens propre comme au figuré. Comment est-ce qu'on fait? Il y a un plan d'action fédéral. Comment est-ce qu'on fait pour aller encore au-delà et conserver ce leadership? D'abord, je voudrais citer un chiffre. 80% des déchets sont recyclés en Belgique. Nous sommes leaders mondiaux à ce niveau-là.
Ça veut dire qu'encore faire mieux, ça doit être notre objectif, mais ça devient de plus en plus difficile, mais ça doit être notre objectif. D'où, dans notre programme pour les élections, la priorité est sur l'économie circulaire. Il existe une plateforme intra-belge, parce qu'il faut bien savoir. Je vais vous donner un exemple. Les gobelets à usage unique. La Flandre a décidé au niveau fédéral, on a décidé autre chose. Donc, pour les organisateurs des festivals, c'est peu clair ce qu'il faut faire. Donc, on aura besoin de cette plateforme intra-belge. Ça existe, mais ça ne fonctionne pas très bien. Donc, première chose à faire, redynamiser cette plateforme pour qu'il y ait une certaine coordination, parce que les matières ou les compétences sont réparties entre le fédéral et les régions. Deuxièmement, quand même bien suivre ce qui se passe au niveau européen. Un autre exemple, l'indice de réparabilité, on vient de l'introduire en Belgique, ils sont en train d'en discuter au niveau européen. Probablement, la décision européenne sera différente de la décision belge. Donc, nos entreprises sont obligées de l'appliquer aujourd'hui, dans un an, dans un an et demi, sans savoir ce qui va arriver. Donc, pas de ce qu'on appelle pas de gold plating. Attendons ce que l'Europe décide, parce que c'est une matière éminemment à organiser, je dirais, ou une discussion, ou un sujet éminemment européen. Attendons ce qui est décidé là-bas. Ouais. François Desmet, vous proposez dans votre programme la création d'un label économie circulaire. Et ce que vous voulez aussi, c'est plus d'économie circulaire au sein des marchés publics. Oui. D'abord, je veux dire que c'est un sujet que je trouve passionnant et je trouve que c'est un signe des temps. Une organisation comme la FEB en fasse un thème fort, alors qu'on pourrait ne pas nécessairement l'attendre là, ou qu'un parti qui se veut libéral comme le nôtre mette aussi l'économie circulaire en avant. C'est vraiment le signe qu'on est en train de passer d'une économie axée sur une mondialisation axée elle-même sur le pétrole et des éléments et des ressources qui étaient abondantes, qui ne le sont plus et qui nous forcent à penser autrement. Pas juste pour sauver le climat d'ailleurs, parce que de toute façon les ressources dont nous parlons, le pétrole, le charbon, le gaz, sont en train de disparaître. Et donc c'est l'imagination au pouvoir, c'est le recyclage et je trouve ça très bien que l'économie libérale prenne ça en main. Alors effectivement, il faut une série de mesures pour encourager l'économie circulaire. Ça pourrait passer par exemple par une série de mesures fiscales intéressantes pour tous les gens qui réparent des biens, pour encourager toute la filière des gens qui peuvent faire en sorte qu'un bien électroménager, des vêtements, n'importe quoi, puisse travailler de manière plus favorable. Ce sont des filières à encourager en termes de formation, on ne va pas en reparler, mais aussi en termes fiscaux, en termes d'existence d'un label, parce que là, typiquement, c'est le consommateur qui fera la différence. C'est le consommateur qui, à un moment, choisira d'associer un choix esthétique utilitaire avec un choix de consommation responsable. Or, le consommateur, comme les lecteurs, est souvent contradictoire. Et donc, il faut pouvoir l'aider en lui donnant des choix clairs. Cédric Vanouk, vous, votre activité, elle est assez spécifique et justement, ça s'adresse à un marché mondial, global. Est-ce qu'il est facile, quand on est un entrepreneur belge, de prendre ce type de marché d'assaut ou bien est-ce qu'on va être bloqué à un certain moment, comme disait Peter Timmermans, par les aspects législatifs, par des directives ou des choses qui ne sont pas encore appliquées ici ? La non-clarté dans les directives, c'est surtout au niveau... c'est une industrie européenne ou mondiale, donc avoir une clarté ou un level playing field européen au minimum, et si possible global, c'est crucial. Petite entreprise comme la nôtre qui est innovante et qui essaye de justement rentrer dans ce marché avec une technologie révolutionnaire, ça, pour nous, les changements, ça nous aide. C'est ça qui permet justement de trouver des angles d'attaque. Est-ce qu'on a un focus local? Pas du tout. On n'a pratiquement pas de clients belges parce que justement, il y a très peu d'entreprises belges qui travaillent au niveau dont certaines marques autres européennes, dans la fast fashion ou dans le sportswear. D'accord. Peter Timmermans, ces réglementations, ces directives, vous en parlez dans le mémorandum. Ce que vous dites, c'est d'abord, il faut qu'elles soient prises plus rapidement et de façon aussi plus cohérente. C'est vrai. Nous devons bien savoir que nous sommes une petite économie ouverte. Ça veut dire que notre richesse interne dépend dans une très large mesure de notre capacité de pouvoir exporter nos produits. D'où la raison pour laquelle nous disons l'économie circulaire, pour nous, ça va devenir un produit d'exportation. Et lors des missions économiques princières, par exemple, pourquoi pas mettre en avant ce thème, cet atout de notre pays, des entreprises comme la vôtre, nous devons
promouvoir la technologie que vous avez développée pour dire au reste du monde, venez en Belgique, venez vous inspirer ici. C'est ça qui doit être notre motivation. Et pour cela, on a besoin vraiment d'une législation cohérente au niveau européen, avec un level playing field, pour éviter des distorsions. Et deux, une transposition assez rapide en Belgique de cette loi et pas aller au-delà, parce qu'alors, ça devient très compliqué pour les entreprises. Et, intra-belge, une certaine coordination entre les régions et les fédérales, parce qu'autrement, comme je viens de donner l'exemple tout à l'heure, ça devient ingérable au niveau de l'entreprise. François Smet, il y a une solution pour Défi, vous en parlez, vous, ça, pour les prochaines législatures? Sur la lasagne belge qui, dans ce domaine, comme tant d'autres, complexifie la vie des entrepreneurs et des citoyens, écoutez, plus de concertation. L'avantage qu'on a, c'est le parapluie européen. Donc si tout le monde pouvait se mettre dans les mêmes rails, parce qu'en effet, la situation de notre pays est directement corrélée à celle des voisins qui nous entourent, ça, je crois que c'est quelque chose qui peut unir flamands, bruxellois et wallons. Mais comment on peut changer ça? Avec de la bonne volonté, en nouant des accords de coopération là où c'est nécessaire avec nos voisins, en commerçant mieux et en utilisant aussi davantage la main-d'œuvre des autres régions, parce que ça aussi, ça joue. Et ça permet de meilleure collaboration et que les idées circulent mieux. Cédric Vanouk, une société comme la vôtre, on a compris que vous avez mis quelque chose de révolutionnaire au point. En tout cas, ça n'existait pas du tout avant. Donc ça vient vraiment, comme disait Peter Timmermans, ce qu'on a comme force en Belgique, c'est le cerveau, quoi. C'est ce qu'on a à l'intérieur du cerveau. Ça s'appelle la recherche et le développement. Alors en Belgique, il y a des aides pour ça. Est-ce que si vous aviez le pouvoir d'aller hacker l'agenda politique, est-ce que vous iriez inscrire quelque chose en plus pour que la recherche et le développement, ça fonctionne encore mieux? Je pense qu'en Belgique, il y a en fait beaucoup d'aides, surtout si on compare ça avec le reste de l'Europe, pour la recherche primaire, si je peux dire comme ça, donc le début validé des principes, etc. On a des VLAIO, des Innoviris, qui nous permettent de faire ça. Une fois qu'on veut vraiment aller scaler la solution, c'est là où on commence à voir que la Belgique n'arrive plus à suivre. Donc vraiment commencer à faire quelque chose, donner une plateforme sur laquelle on peut tester des choses, ça va. Mais c'est où il faut vraiment aller prendre l'essor et vraiment internationaliser, où là il y a le budget qui manque et le support qui manque. Donc je changerai des choses sur ce niveau-là. Peter Timmermans. Un message très clair. Nous avons des incitants fiscaux importants soutenant la recherche et le développement. N'y touchons pas. Ces dernières années, j'ai entendu beaucoup d'initiatives. Oui, il faut couper ça, il faut amender cela. Non. Le cerveau est extrêmement important. La recherche et le développement est extrêmement important. Nos incitants fiscaux, ça fonctionne bien. C'est apprécié par le monde des entreprises. Ne changeons pas ça. Une mesure très importante de ne pas prendre une mesure d'aménagement de ce type de mesure. Je sais que vous avez quelque chose à dire là-dessus. Tout à l'heure, vous en avez déjà parlé en début de débat. Oui, alors, oui, il faut garder ces incitants. Deux, sans ces incitants, les entreprises ne font pas elles-mêmes de recherche en développement, donc c'est essentiel. Et une dernière chose, dans tous les plans wallons, Marshall, Point Vert, Point 2, Point 0, Point Enzovort, les seules choses qui ont réellement marché, ce sont les pôles de compétitivité. C'est quand vous mettez sur une même surface des startups, des entreprises, des universités, que vous faites de la recherche et développement et que vous spécialisez des territoires. C'est la bonne direction. Vous êtes d'accord, évidemment? D'accord. Cédric Vanouk, vous, ça vous semble être une direction dans laquelle on peut aller pour continuer justement la recherche et le développement? On sait qu'on est quand même bien classé en Belgique, hein, on consacre une bonne partie du PIB à ça, mais est-ce que vous, il y a d'autres mesures que vous aimeriez développer? Au niveau des études aussi, peut-être de la formation? Je dis vraiment sur l'internationalisation. Pour moi, c'est vraiment ça. Au niveau d'études, avoir quelque chose de beaucoup plus international, avoir beaucoup plus de collaboration, des pôles justement où on combine société, université, etc. Mais pas que au niveau local. On a tendance en Belgique de séparer tout en petits morceaux à tel point que ça devient ingérable et que je pense qu'il faut refédéraliser plein de points, surtout si on veut être compétitif dans une économie circulaire. Si on va continuer à faire A d'un côté, B de l'autre côté, on ne va jamais y arriver. Et déjà, même au niveau de notre pays, ça va être très compliqué. Donc je pense qu'il faut vraiment avoir une vision de collaboration au niveau mondial même, et pas qu'européen,
dans différents secteurs et vraiment aussi mélanger ces différents secteurs, aussi bien l'éducation que les secteurs de développement et d'entreprise. Le développement de votre entreprise, vous le voyez, sur quelle échelle? C'est quoi? C'est à 5 ans, vous devez être à l'international, à 10 ans? Comment vous imaginez ça? Aujourd'hui, on est déjà à l'international, mais on veut devenir un standard. Nous, on a vraiment comme ambition de devenir le nouveau standard dans le vêtement, ou en tout cas dans l'industrie textile sur la séparation, donc spécifiquement sur la séparation de vêtements. C'est une grande ambition, mais voilà, c'est l'ambition qu'on porte. Et si on n'a pas cette ambition-là, on n'aura pas d'impact. Peter Timmermans, il y a encore des secteurs à développer dans l'économie circulaire? Est-ce qu'il y a des hommes et des femmes chefs d'entreprise qui pourraient être tentés de franchir le cap, qui hésiteraient et qu'on pourrait rassurer en disant c'est vraiment un secteur prometteur? Oui, certainement. Mais je sens quand même, parmi mes membres, partout cet élément d'économie circulaire est présent. Et donc ça me rassure. Et dans certains métiers, c'est beaucoup plus facile de le faire que dans d'autres. Ça dépend entre autres de niveau de recherche et développement et des inventions de l'un et de l'autre, mais ça évolue dans le bon sens. Et nous publions chaque année un rapport. Quelle est la situation aujourd'hui? Est-ce qu'on avance ou pas? Est-ce qu'il y a une stagnation? Pour quelles raisons? Et donc c'est un outil de sensibilisation de nos membres, en disant voilà, il y a des entreprises, des bons exemples, allez voir. Peut-être vous allez apprendre certaines choses. Donc, mettre ensemble, ici, ce n'est pas une rencontre entre des jeunes et des chefs d'entreprise, ce sont plutôt des rencontres entre chefs d'entreprise. Un échange de savoir. Qui s'inspirent mutuellement. D'accord. Cédric Vanouk, merci d'avoir été avec nous aujourd'hui. Merci à vous. Et nous allons maintenant aborder notre troisième thème, les projets d'investissement. Moins d'embouteillages, de meilleures routes, plus d'espaces verts ou encore l'inversion du réchauffement climatique, eh bien ces envies, nous les partageons tous. Pas facile pour autant de faire avancer certains projets, blocage, incompréhension entre citoyens, entreprises ou encore pouvoir public et parfois c'est l'impasse. Alors pour mieux comprendre les freins aux projets d'investissement, nous allons faire le point avec Harry Vanou. Bonjour, vous êtes Executive Manager à la FEB. Alors comment améliorer la situation ? Ce ne sera pas facile, mais la volonté est là. Et certaines mesures positives ont déjà été adoptées. Par exemple, l'accélération des procédures d'octroi de permis de l'Union européenne pour les projets dans le domaine des énergies renouvelables ou la réforme fédérale de la procédure du Conseil d'État. Il reste cependant beaucoup à faire. Des mesures supplémentaires sont encore nécessaires pour accélérer la transition durable. La FEB en dénombre principalement 3. Les pouvoirs publics doivent encore accroître leurs efforts d'investissement pour permettre des investissements substantiels dans des infrastructures favorisant la croissance, le verdissement et la digitalisation. Les autorités devraient investir au minimum à hauteur de 5% du PIB. Deuxièmement, bon nombre de ces investissements, tant publics que privés, ne peuvent être réalisés sans autorisation. Et c'est là que le bas blesse. L'actuel processus d'octroi des permis est fastidieux, incertain et peut souvent faire l'objet de contestations avec tous les contretemps et reports que cela implique. C'est pourquoi il est essentiel d'améliorer les procédures pour la délivrance des permis au niveau fédéral et régional afin qu'elles puissent être menées à bien dans un délai raisonnable. Concernant les projets d'investissement d'importance stratégique nationale, la FEB propose de mettre en place une procédure d'approbation accélérée distincte et efficace. Troisièmement, au niveau européen, également, l'obtention d'un permis doit être un moteur de changement et non un obstacle. Notre pays doit anticiper de manière plus proactive les initiatives législatives européennes qui facilitent l'octroi et le maintien des autorisations. L'initiative de la Commission européenne visant à accélérer et à faciliter les procédures de délivrance de permis pour les renouvelables est un bon exemple. Enfin, nous devons réagir plus fermement contre les initiatives qui retardent l'octroi d'autorisation.
Merci beaucoup, Harry Vanou, d'avoir été avec nous. Peter Timmermans, on va rebondir sur ce qu'Harry Vanou vient de nous dire. Vous demandez au pouvoir public d'accroître l'effort en matière d'investissement. Quelles sont les propositions concrètes de la FEB ? Il y en a plusieurs. On a introduit beaucoup d'idées lors du relancement du plan d'investissement du gouvernement fédéral et les gouvernements régionaux, récemment approuvé par la Commission européenne. Mais je voudrais quand même en citer deux, à mon avis, très importants. Un, l'isolation de nos bâtiments. C'est un win-win pour tout le monde. C'est un win écologique. C'est un win au niveau de l'emploi, c'est un win au niveau d'investissement et donc en faveur, je dirais, d'un secteur comme par exemple le secteur de la construction. Deuxièmement, en termes de mobilité, nous avons publié un plan Railroad 2030 parce qu'il faut vraiment investir davantage dans le transport en commun et spécialement le transport ferroviaire. Et si on mise sur ces deux secteurs déjà, la mobilité d'un côté et l'écologie de l'autre côté, ça serait bénéfique pour l'économie, pour notre pays et pour le budget de l'État. Et comment pouvons-nous le faire? Là, il y a un projet très concret, une proposition très concrète de la FEB, ce que nous appelons le PPP, la participation privée-publique. C'est la collaboration entre le secteur privé et le secteur public. Vous en pensez quoi justement de cette collaboration privée-publique? Je suis d'accord, surtout pour des projets qui nécessitent des temps de gestation qui dépassent la vie d'un gouvernement et qui ont besoin donc d'être mis en place pour rassurer aussi des entreprises qui veulent bien y aller. Deux exemples. Monsieur Timmermans parle des chemins ferrés. À Bruxelles notamment, il y a un métro que nous tentons de terminer jusqu'ici. L'arrêt un jour sera ici à Bordeaux, on l'espère. Ce qu'on essaie de faire comprendre à certains de nos partenaires, c'est que la seule solution est sans doute un partenariat public-privé et qu'en plus, parce que c'est normal que l'argent public ne suffise pas à payer l'entièreté d'un métro, le budget bruxellois n'y suffit pas et donc on peut aussi demander que d'autres niveaux de pouvoir comme le fédéral, qui a quand même un intérêt à ce que sa capitale fonctionne, investissent plus. Mais là, typiquement, un métro, c'est un budget complètement écologique, climatique, qui permet de se débarrasser de voitures, de pollution, mais dont l'amortissement est de plus de 100 ans. Et donc on a besoin de gouvernements qui s'engagent sur plusieurs générations, ce qui n'est pas simple. Et un deuxième exemple, très simple, qui est aussi climatique, c'est le nucléaire. On sort d'une législature de tergiversation sans fin sur le nucléaire. Il a fallu une énergie folle, sans mauvais jeu de mots, pour prolonger 2 réacteurs. Le problème, c'est que quand vous mettez à la place d'Engie ou d'autres industriels, et que vous avez face à vous des États comme la Belgique, la France et d'autres, qui, pour des raisons politiques, tous les 4 ou 5 ans, sont capables de changer complètement de stratégie. Comment on fait pour développer une stratégie nucléaire sur 25 ans, ce qui est le temps de gestation d'une génération de centrales? On n'y arrive pas. Et donc, le partenariat public-privé, mais qui engage ses pouvoirs publics sur 20 ou 30 ans, et qui donne aussi un horizon aux partenaires privés, qui ne doivent pas se dire « oulala, mais si tel parti arrive au pouvoir après-demain, c'en est fini du métro ou c'en est fini des centrales nucléaires », ça c'est utile parce que ça cadre les choses dans le temps. L'autre volet, je le vois notamment sur les permis d'urbanisme. On reçoit des mémorandums non seulement de la FEB, mais de l'Ordre des architectes, et qui s'est plaint spécifiquement, c'est leur première revendication, c'est très frappant, dans des régions comme Bruxelles, il faut 2 ans pour un permis d'urbanisme, à cause de la lenteur administrative et du trop-plein d'interventions administratives. Pas par manque de fonctionnaires, par trop plein d'étages. Ouais. Et donc, il demande une étape de simplification majeure. Vous, ce que vous proposez, c'est carrément une procédure accélérée, tellement c'est antinomique pour ce que vous appelez les projets stratégiques. Oui, donc nous parlons d'un fast lane. Aujourd'hui, c'est la commune qui doit s'exprimer, parfois la province, puis la région, peut-être aussi l'État fédéral. Et à la fin, quelqu'un va au Conseil d'État, il obtient un gain de cause, il faut changer une virgule et on peut recommencer de zéro. Comment voulez-vous qu'une entreprise qui veut s'investir là-dedans, qui dit, voilà, ok, j'ai mon projet, mais je dois attendre 7, 8, 9, 10 ans pour pouvoir commencer, alors votre projet est obsolète. Et donc, quand il s'agit d'un projet stratégique, que ce soit le métro à Bruxelles, que ce soit une ligne entre ville A et ville B, que ce soit dans le nucléaire, que ce soit dans l'énergie, quand
l'État, la politique considère que c'est un projet stratégique, alors il faut se dire, voilà, c'est une procédure séparée, fast lane, rapide, claire et nette. Ça ne veut pas dire qu'il faut écouter les riverains ou les communes, non. Mais une fois qu'on a pris une décision, qu'une étape est franchie, OK, c'est consolidé, on arrête. Et donc c'est clair alors que pour des projets stratégiques, en 2 ans de temps, ça doit être clair. On démarre et après 2 ans, c'est clair. C'est faisable? Oui, et j'ajoute que ça vaut aussi pour les particuliers. Mais ça a une incidence directe, notamment sur l'isolation. Que font des particuliers à Bruxelles ou ailleurs qui se rendent compte qu'il faut 2 ans pour obtenir un permis d'urbanisme, ne serait-ce que pour isoler un toit ou changer leur châssis? Ils le font quand même sans permis. Et après, le jour où le bien est vendu, il y a une procédure de régularisation qui va encore encombrer les choses. Et ça ralentit en plus un secteur qui est en pleine croissance, qui manque aussi de main-d'œuvre, ceci dit. Isoler des bâtiments, tout le monde est d'accord, et les différentes régions donnent des primes, mais on manque de gens, et on en revient au premier thème, d'attraction. C'est un métier d'avenir, oui. C'est un métier d'avenir, oui, bien sûr, d'isoler des toits, de placer des châssis, de placer des pompes à chaleur, ça, il y a du boulot pour 30 ans sans problème. Mais si l'État ne suit pas, notamment en simplifiant les procédures administratives, on va rater, sans mauvais jeu de mots, le train climatique et le train de l'emploi, et c'est dommage. Peter Timmermans, on va parler d'autre chose qui prend aussi beaucoup de temps et qui a tendance à traîner en Belgique, alors que ce n'est pas le cas forcément à l'étranger, c'est le numérique. On n'est pas forcément au même niveau que nos voisins, notamment en matière de 5G. Alors on ne va même pas parler de la 6G, parce que là, c'est encore plus en retard, mais quel progrès est-ce qu'on doit encore faire? Justement, nous devons parler du 6G. Parce que c'est l'avenir. Et je ne veux pas que la saga ou l'histoire se répète sur le 5G. Depuis un certain temps, depuis des années, on en parle. Et Bruxelles est quand même la capitale de l'Europe. Mais ça traîne, on avance, on retarde, on n'est pas sûr. Il y a des différences entre régions fédérales et autres. Et entre-temps, le 6G s'annonce. Donc ma proposition est très claire. OK, avançons là où c'est possible sur le 5G, mais préparons-nous déjà sur le 6G. Et si c'est la même saga, ben alors, désolé, notre image à l'extérieur est abominable. Vous êtes d'accord avec ça? Mais oui, nous sommes un petit pays ultra connecté, très dépendant de ses voisins, avec une forte diplomatie et un réseau, notamment entrepreneurial extérieur, qui est une vraie force. Et dès que nous sommes plus lents que d'autres sur les nouvelles technologies, eh ben, on permet à d'autres villes, à d'autres pays d'émerger à notre place. Or, la Belgique, notamment à l'international, arrive à se tailler parfois une part de lion parce qu'elle investit intelligemment des niches avec ce que nous avons dans nos têtes. Et donc, ne pas se doter à tout le moins des mêmes outils que les autres, c'est du sabotage. Je pense qu'il y a aussi un point sur lequel vos deux volontés se rejoignent, votre mémorandum et vous, votre programme. C'est le point sur lequel on peut parler de la digitalisation de tout ce qui est administratif pour que ce soit beaucoup plus facile pour les entreprises. C'est vrai, donc la digitalisation est extrêmement importante dans la relation entre le monde des entreprises et le monde de l'État, de l'administration. Et là, il y a encore du travail sur la planche. La signature électronique, les contrats électroniques, le e-box, comme on appelle ça, etc. Donc là, nous avons des propositions très concrètes. Il y a des avances, mais trop lentement. Et donc, nous proposons que lors de la prochaine législature, qu'il y a vraiment une accélération dans ce domaine-là, qu'il y a un ministre ou un secrétaire d'État qui est vraiment désigné pour le faire. Cette législation, on a fait beaucoup d'études, on a bien examiné le problème, mais maintenant il faut agir. Vous êtes d'accord aussi avec l'action? Oui, d'abord sur le constat, il y a une étude déjà il y a quelques années de l'UCM qui chiffrait à 6 milliards à peu près le coût administratif pour les entreprises par an. C'est gigantesque. Il faut une banque de données unifiée des entreprises. Il faut qu'une fois qu'une entreprise ait donné ses identifiants et ses données à un niveau de pouvoir et à une administration, qu'il suffit d'aller rechercher dans cet endroit les données de l'entreprise et qu'elle soit débarrassée d'un certain nombre de sa charge administrative. J'ajoute aussi que ça joue très fort, on parlait d'esprit d'entreprendre tout à l'heure, dans ce qui peut décourager des jeunes notamment à démarrer une entreprise.
il n'y a pas que le fait que culturellement, en Wallonie ou à Bruxelles, ce soit plus compliqué. Il y a aussi qu'on ouvre une boîte de Pandore avec une complexité administrative qui n'est vraiment pas simple à gérer. Et donc simplifier la vie des entrepreneurs, c'est aider notre économie, mais c'est aussi insuffler une envie d'entreprendre peut-être à des gens que ça peut freiner. Permettez-moi de vous donner un exemple. Vous connaissez tous It's Me. Oui. C'est un développement, ça a été développé par une entreprise privée. Ça marche très bien. Ça marche très bien. Et donc, j'insisterai pour qu'on utilise cet outil-là qui existe déjà, qui marche très bien, que tout le monde connaît, qu'on l'utilise aussi, par exemple, pour les relations entre le secteur privé et le secteur public. Il ne faut pas réinventer la roue quand ça existe déjà. Et donc, le partenariat entre le secteur privé et le secteur public est très important dans le numérique et dans le digital. Merci messieurs pour ce débat, merci pour cet échange de points de vue qui a permis peut-être d'avancer sur des points qui restaient encore à clarifier entre les entrepreneurs et votre parti. Merci à vous surtout qui nous avez suivis depuis la maison et puis rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau numéro de Let's Talk Elections.